Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je suis Antoine et aujourd'hui je vais être l'animateur de ce webinaire pour que tout se passe bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions-réponses sur la droite de votre écran. On y répondra à la fin pour que tout le webinaire se déroule correctement. Donc aujourd'hui on va parler de la fin de support 11G avec nos deux experts Alexandre Dussolier. Donc Alexandre, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, donc Alexandre Dussolier, donc je suis Solution Architect dans l'équipe avant-vente d'Igora. Donc j'ai rejoint d'Igora il y a à peu près maintenant 1 an et demi. Et donc avant d'Igora, j'étais consultant chez Oracle. Super, merci beaucoup. Et également qui va être accompagné de Pierre Labrousse. Oui, bonjour, Pierre Labrousse, consultant DBA Oracle chez Digora depuis maintenant 10 ans. Comme Alexandre, j'ai eu une vie avant Digora aussi, puisque j'étais formateur et consultant aussi chez Oracle pendant 15 ans. Et j'ai commencé à travailler sur Oracle en 1990 pour ma première base de données en version 5, voilà, pour mon historique. Super, merci beaucoup à vous deux. Je vais vous présenter donc, le sommaire et de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler tout d'abord des enjeux et des risques liés à la fin de support pour Oracle 11G et 12C. On va également enchaîner sur les nouveautés et les bénéfices d'Oracle Database 19C. Puis nous parlerons des points de vigilance migration vers Oracle 19C. Ensuite, nous vous présenterons le panorama des méthodes de migration vers Oracle et nous finirons par une partie de questions-réponses. Alexandre, je te laisse la main pour parler du premier sujet. Oui. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, l'objet, c'est la fin du support de la base 11G. Donc, pour être précis, quand on parle de la base 11G, il s'agit de la fin du support de la base 11G R2 et de son dernier niveau de patch qui est la 11.2.04. Et donc, la fin du support est annoncée ici pour décembre 2020. Donc, maintenant, que faire à la fin de ce support? Soit souscrire à l'option Oracle Market Driving Support, donc j'expliquerai juste après ce que ça sous-entend, soit ne rien faire parce que c'est pas parce qu'une base de données est en fin de support qu'elle arrêtera de fonctionner fin décembre. Vous pouvez toujours l'utiliser et on verra derrière les risques qu'on prend quand on continue à utiliser une base qui n'est plus en extended support ou en support premier chez Oracle, ou alors la dernière option, l'upgrade en 12C ou en 19C. Pourquoi 12C, 19C? Parce qu'aujourd'hui, on sait que si vous avez des applications maison, il est relativement facile d'entamer une migration vers la dernière version d'Oracle. Mais si ce sont des progiciels, il faut attendre la certification de l'éditeur pour voir si vous pouvez migrer vers la 19C. Souvent, ce qu'on rencontre actuellement, c'est que la plupart des éditeurs certifient leurs applications sur des 12C, mais pas encore sur des 19C. Tu peux passer au slide suivant? Voilà. Alors, donc la première option, donc aujourd'hui, la 11.2.04 et à partir de janvier 2001 va proposer une option qui est l'Oracle Market Driving Support. Donc là, qu'est-ce que cela va vous permettre? Donc c'est surtout de protéger et d'étendre vos investissements. Donc c'est une option qui est payante, donc il faut la souscrire. On peut y souscrire annuellement et ça va vous aider à préparer vos futures migrations vers des versions supportées. Donc, ils vont d'abord vous accompagner sur la version existante. Si il y a des patchs de sécurité à développer ou s'il y a des solutions, enfin des bugs ou des solutions de contournement à
à appliquer, Oracle ACS va vous aider dans ces étapes-là. Et ils vont faire un certain nombre de workshops pour vous aider à migrer vers des versions supérieures. Tu peux passer au slide suivant. Alors, il y a la solution, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est ne rien faire. Et donc là, il faut savoir les risques qu'on prend quand on ne fait rien. Donc, comme je l'ai dit, la 11.2.04, même si elle est en fin de support, ce n'est pas pour ça que vous n'avez accès à plus rien. Par contre, ça va se limiter à tous les bugs, toutes les alertes de sécurité, tous les patchs critiques préexistants. Il n'y aura pas de redéveloppement de nouveaux patchs ou de nouvelles solutions. Il faudra se contenter de ce qui est préexistant et de ce qui est déjà connu au niveau de cette version-là. Il faut savoir aussi que, en règle générale, quand on n'upgrade pas une base de données vers une version supportée, en règle générale, on n'upgrade pas non plus toute la couche inférieure, donc particulièrement le système d'exploitation. Et donc, les risques que vous prenez au niveau de la base de données, vous pouvez éventuellement les prendre aussi au niveau du système d'exploitation. Je peux passer au slide suivant. Et donc la solution, c'est de grader vers une 12C ou une 18C ou une 19C. Pourquoi on va privilégier la 19C? Je vais vous le dire juste après. Ce qu'il faut savoir dans les différences entre une 12C et une 19C, c'est que la 12C, la 18C et la 19C partagent le noyau commun de la 12C. En fin de compte, c'est juste une renumérotation marketing pour, je dirais, suivre les années. La 18C est apparue en 2018, la 19C est apparue en 2019. Mais au niveau du noyau, on se retrouve, si on reprenait l'ancienne numérotation, la 19C, ce serait une 12.2.03, or que la 12C, 12C R2 était une 12.2.01. La vraie rupture technologique, elle va se passer lors du passage 19C-20C. On reviendra après sur cette rupture technologique. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est un point important, la 19C, c'est la dernière version qui va supporter le non multitenante. Donc, on verra juste après ce qu'est le multitenante pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc, c'est la dernière version qui va pouvoir accepter une architecture traditionnelle et une architecture multitenante, avec une option qui existait déjà à partir de la 12C, mais qui a été étendue de 3 pluggable databases sans option complémentaire au niveau de la 19C. Donc pour les versions précédentes, c'était juste une pluggable database. Donc c'est pour ça que un upgrade vers la 19C peut être intéressant, enfin est intéressant, parce que ça vous prépare à l'avenir sur les futures versions 20 et après. Tu peux passer au slide suivant. Alors, donc, en résumé, donc pourquoi on choisirait plutôt la 19C qu'une 12 ou qu'une 18? Parce que d'abord, la 19C, c'est la version qui va être supportée par Oracle sur le long terme. Donc, on voit que l'extended support va jusqu'en avril 2027, donc ce qui nous laisse, je dirais, une marge pour faire nos migrations et, je dirais, pour stabiliser tout l'environnement applicatif autour de cette migration. La 19C aussi a un autre point important, c'est ce que j'avais dit, donc c'est la porte d'entrée vers l'architecture CDB, donc vers le multitenante, qui sera l'architecture unique au niveau de la 20C. Donc ça vous permet
je dirais, de soit migrer vers une architecture traditionnelle telle que vous la connaissez aujourd'hui, mais aussi de commencer à tester l'architecture multitenante, de voir les impacts au niveau des applicatifs, au niveau de l'administration que ça a pour vous, et surtout aussi de voir les avantages que le multitenante va apporter. Pourquoi la 19C? Parce que ça partage un noyau commun avec la 12C. Donc, si votre applicatif peut migrer en 12C, il peut tout aussi facilement migrer en 19C. Donc, il faudra, pour tout ce qui est progiciel, il faudra les certifications des éditeurs, mais pour tout ce qui est développement interne, vous pouvez dès aujourd'hui migrer en 19C et de profiter de tous les avantages de la 19C. Comme je l'ai dit, donc la 19C apporte les deux types d'architecture, donc non multitenante ou multitenante, avec, je dirais, l'avantage dans la 19C de pouvoir créer 3 pluggable databases sans coût licence complémentaire. Et donc, on le verra juste après, la 19C apporte tout un lot de nouveautés que Pierre va détailler par la suite. Suivant. Pierre? Tu es en mute, Pierre. Ok, me voilà. Ok, alors, voici, comme le dit Alexandre, hein, la 19C, c'est quand même qu'un upgrade d'une version 12.2 de base. Hein. Donc, chaque version Oracle apporte son petit lot de nouveautés. Dans la 19C, il y a une petite amélioration par rapport à la 18 qui avait aussi amené quelques améliorations. Donc là, on vous a listé pour nous les évolutions, on va dire, qui peuvent avoir un intérêt de manière globale, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sont quand même très spécifiques au niveau des développements, notamment sur les parties REST API ou sur JSON, qu'on n'a pas cité dans nos slides de cette présentation. Au niveau nouveauté, déjà, on a la possibilité, au niveau des comptes, hein, on avait la possibilité de définir ce qu'on appelle des comptes de schéma. Des comptes de schéma, c'est des comptes qui sont propriétaires donc, des schémas applicatifs, sur lesquels on pouvait se connecter de type proxy user, hein, ce qui permettait une authentification en passant par le propriétaire du schéma et sans se connecter réellement par le biais du schéma. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de possibilité d'accorder des privilèges d'administration pure, comme les rôles 6DBA ou 6Hopper sur ce type de propriétaire de schéma. Il y a certains applicatifs qui ont besoin de ce type de privilège. Donc, la 19C apporte cette petite particularité de pouvoir octroyer donc, ce pouvoir à ce type de schéma. Le deuxième point, c'est des nouveautés qui sont quand même très intéressantes, comme la mise en quarantaine des instructions SQL, ou la mise à jour des statistiques en temps réel, ou la gestion automatique des index. On va revenir sur ces 3 points. La particularité de ces 3 nouveautés, c'est qu'elles ne sont pas accessibles dans tous les environnements Oracle, puisqu'elles sont accessibles que dans le cas où vous avez un Exadata on-premise, donc chez vous, ou si vous utilisez de l'Exa Cloud Service dans le cloud public d'Oracle. Voilà. La mise en quarantaine des instructions SQL problématiques, c'est très intéressant. On avait la possibilité jusqu'à présent avec le Resource Manager de pouvoir arrêter des requêtes qui étaient très consommatrices au niveau de notre base de données, suivant certaines métriques, hein, comme le temps passé ou le nombre d'entrées-sorties. Le souci de cette fonctionnalité, c'est que la requête, quand elle arrivait, elle était quand même jouée par Oracle et il fallait qu'elle déborde de cette métrique pour qu'elle soit arrêtée par la base de données. Donc, on avait quand même une consommation qui pouvait être excessive par le biais de ces requêtes qui arrivaient et qui étaient quand même en partie jouées par Oracle. Là, la particularité, c'est qu'on va identifier ces requêtes-là, donc toujours par le biais de leur numéro, hein, ce qu'on appelle le SQLID, hein, qui est lié donc à la syntaxe de la requête. Et par le biais donc de cette fonctionnalité, la requête est mise dite en quarantaine, donc ça veut dire qu'elle n'est pas du tout jouée par Oracle. Donc ça évite évidemment d'avoir des surconsommations, que ce soit en termes de CPU ou d'entrée-sortie, et d'avoir des problèmes sur d'autres requêtes dans votre base de données. La deuxième fonctionnalité, c'est la mise à jour statistique en temps réel. Ça, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. On espère bien que ça arrivera aussi sur les environnements on-premise assez rapidement. Pour l'instant, c'est toujours donc, sur Exadata ou sur le cloud. Jusqu'à présent, donc, Oracle a des fenêtres de maintenance hein, qui permettent toutes les nuits ou les week-ends de rafraîchir les statistiques sur les objets qui ont besoin d'être rafraîchis. Donc, Oracle maintient le nombre de mises à jour qui sont faites sur les objets, hein, donc sur les tables.
Et donc là, l'avantage, c'est que avec cette fonctionnalité, c'est que mes statistiques sont mises à jour au fil de l'eau à chaque fois que je fais des inserts update delete sur mes tables. Et j'ai comme ça l'assurance d'avoir constamment des statistiques fraîches sur l'ensemble de mes objets. Il y avait une compensation possible jusqu'à présent, hein, c'était ce qu'on appelle le dynamic sampling, mais le dynamic sampling apporte son lot aussi des fois de contraintes et génère aussi beaucoup de ce qu'on appelle de bruit de fond pour faire la maintenance de ces statistiques. Elles n'étaient pas conservées dans le dictionnaire non plus. Donc là, c'est quand même assez intéressant. La gestion automatique des index, alors ça aussi c'est une fonctionnalité Exadata ou Cloud, hein, donc ça c'est orienté évidemment Autonomous Database, hein, c'est la détection automatique des index qui peut être pertinent à ajouter ou supprimer dans vos applications. Donc Oracle surveille effectivement et s'aperçoit sur certaines requêtes que des index sont manquants. Et dans ce cas-là, il est créé automatiquement de manière invisible. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui était apparue dans les versions 11G d'Oracle, pardon, 12C d'Oracle au tout début. Et donc l'index est donc utilisable par l'optimiseur Oracle, et ce qui lui permet de valider effectivement la pertinence ou non de l'ajout de cet index. Et dans le cas où effectivement l'ajout de cet index a des effets très bénéfiques sur la requête, il est mis en œuvre automatiquement par Oracle. Côté flashback, les notions de flashback ont commencé à apparaître en version 9 d'Oracle. Hein, c'est la possibilité de faire des retours arrière sans avoir à faire des restaurations de bases de données basées sur le temps, hein, ce qu'on appelle des database pointing time recovery. Cette fonctionnalité marche par ce qu'on appelle des flashback logs, donc c'est-à-dire des journaux supplémentaires par rapport aux journaux classiques d'Oracle qu'on appelle les read logs. Donc c'est très intéressant ces fonctionnalités puisque ça permet de passer par exemple des activités assez lourdes dans la base de données et après une vérification de s'apercevoir que si c'est bon ou pas bon, et si c'est pas bon, je peux revenir à mon point de restauration que j'ai défini avant le passage d'un gros batch par exemple pour faire des validations de mise en œuvre d'application. Le petit problème de cette fonctionnalité, c'est dans le cas où on a un data guard, donc une base de données de secours associée à notre base primaire sur laquelle on a besoin de faire ce flashback. La base de données de secours ne subissait pas le flashback. Et donc, dans ce cas-là, il fallait manuellement resynchroniser la base de secours avec l'état dans lequel on était revenu au niveau de la base primaire. Donc la 19C nous facilite la chose puisque quand on définit un point de restauration, hein, ce qu'on appelle un guarantee restore point au niveau de la base primaire, ce point de restauration est aussi mis à jour côté base de données de secours. Et dans le cas donc on va faire un retour arrière sur la base primaire, automatiquement la base de secours va elle aussi subir le flashback comme le subit évidemment la base primaire. Donc ça facilite énormément évidemment les resynchronisations des bases de secours par rapport à l'état actuel de votre base primaire, et ce qui vous réduit évidemment ce qu'on appelle le RTO, hein, le Recovery Time Objectif, puisque vous retrouvez votre base de données de secours au même niveau que votre base primaire. Côté aussi DataGuard, la fonctionnalité Active DataGuard, donc pour rappel, Active DataGuard, ça vous permet d'avoir une base de secours qui est ouverte en lecture seule, dans laquelle vous pouvez faire donc des requêtes select, évidemment, notamment pour tout ce qui est reporting. C'est très, très intéressant puisque vous générez votre infocentre sur une base qui est quasi synchrone vis-à-vis de votre base primaire sans évidemment polluer votre base primaire par des requêtes assez consommatrices en général. Alors ces bases évidemment de secours qui sont en mode lecture seule, pour l'instant, comme on lit, elles sont en lecture seule, donc on ne pouvait pas faire de mise à jour à l'intérieur. Et il y a pourtant des applications qui ont besoin à la fois de faire des requêtes, mais aussi effectivement faire aussi des mises à jour pendant cette phase de requêtage. Là, ce qui arrive, c'est que en fait, dans la base de données de secours, Oracle va capturer les ordres LND, hein, donc tout ce qui est insert, update, delete qui arrive dans la base de secours qui est en lecture seule. Comme elle ne peut pas l'appliquer directement sur cette base de secours en lecture seule, en fait, ces ordres DML, ou LMD, excusez-moi, en français, vont être renvoyés sur la base primaire, et ils vont être joués sur la base primaire, ce qui fait que la mise à jour a bien lieu, donc sur la base primaire, et par les mécanismes, évidemment, de resynchronisation de la base de secours classique, hein, entre ma base primaire et ma base de secours, ces ordres donc, de mise à jour vont être repropagés sur la base de secours, ce qui permettra de retrouver, évidemment, les mises à jour que j'ai soumis sur ma base de secours, mais en passant par la base primaire. Une nouveauté qui est arrivée en 12C aussi, c'est ce qu'on appelle l'analyse des privilèges.
les bonnes pratiques, évidemment, dans une base de données, hein, c'est d'assurer, évidemment, la sécurité de nos données. Et la bonne façon de faire pour accorder les privilèges, c'est ce qu'on appelle le least prevent least, c'est-à-dire affecter le minimum de privilèges nécessaires pour pouvoir faire jouer mon application. Mais on s'aperçoit souvent, effectivement, pour des facilités d'octroi, hein, qu'on accorde les DBA, ou voire les éditeurs, beaucoup plus de privilèges que nécessite réellement l'application. Donc cette fonctionnalité d'analyse des privilèges, soit accordés ou soit demandés, qui ne sont pas accessibles puisqu'on n'a pas été accordé sur les privilèges là, c'était une fonctionnalité qui est arrivée en 12C, mais qui a été liée à l'option Database Vault, donc qui est une option évidemment extra code sur Oracle. Donc cette fonctionnalité maintenant, elle n'est plus du tout liée à Database Vault, elle est accessible directement, bien évidemment, si vous êtes en Enterprise Edition. Donc c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir comme ça valider que vous avez octroyé le minimum syndical des privilèges nécessaires à votre application. Au niveau documentation, évidemment, ça a changé, hein, puisque cette partie a été dans la partie Database Vault, donc maintenant ça c'est expliqué dans la documentation qui s'appelle le Security Guide d'Oracle. Côté création de base de données et donc cette nouveauté multitenant, hein, donc comme le disait Alexandre, la fonctionnalité multitenant est arrivée en 12C, donc c'était une option extra cost. Maintenant, elle devient un peu plus séduisante puisqu'on peut utiliser 3 PDB gratuitement dans un conteneur en 19C. L'assistant de base de données de création a été énormément amélioré puisque graphiquement, on peut quasiment gérer la totalité de nos PDB. Donc, on peut ajouter une PDB, on peut supprimer une PDB, évidemment, on peut cloner une PDB, on peut relocaliser une PDB entre 2 conteneurs, donc ça de manière graphique. Mais ça devient aussi possible pour ceux qui veulent industrialiser tout ça en mode silencieux. Donc, le DBCA, l'assistant de création de base de données, peut travailler en mode silencieux où on lui passe tous les arguments nécessaires à la commande. Et ce qui vous permet de scripter notamment des déploiements assez rapides de clonage de PDB ou de relocalisation de PDB si vous voulez. Alexandre a parlé des avantages de la PDB, évidemment. Hein. Maintenant, on s'aperçoit que ça peut devenir vraiment un choix judicieux de passer en mode PDB, notamment dans le cas, on en voit souvent chez les éditeurs, vous avez 2 bases de données qui communiquent beaucoup entre elles. On voit souvent, par exemple, des éditeurs pour des centres hospitaliers notamment, où ils ont une base centrale où tout le transactionnel rentre dedans, mais ils ont une base dite de référence dans laquelle les données n'évoluent peu. Mais par contre, il y a des liens, des database links qui permettent de refaire la relation entre les deux bases. Donc ces database links, quand on est en mode PDB, ils sont très efficaces puisqu'on ne va plus passer par les couches réseau et on va faire des communications, ce qu'on appelle par des IPC, hein, des communications interprocessus. Et donc, les communications entre les 2 bases de données se font de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu avoir avec des standalone databases qui communiquent par des database links classiques. Donc ça, c'est une réflexion aussi que vous pouvez avoir hein, dans le cas où vous avez ce type d'architecture dans vos bases de données et la communication interbase de données via les PDB est quand même très, très performante par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent. Je le dis après, mais je veux le dire tout de suite, hein, soyez rigoureux évidemment dans la définition de vos PDB, puisque l'option PDB est gratuite jusqu'à 3 PDB, donc le risque c'est d'en créer plus évidemment, donc si vous avez un audit de licence Oracle, il faudra être évidemment rigoureux, et donc pour éviter ce débordement du nombre de PDB, vous avez un paramètre qui est arrivé aussi en 19, qui s'appelle max_PDB, dans lequel vous pouvez définir donc, le nombre maximum de PDB que vous pouvez utiliser. Donc, dans le cas où c'est l'utilisation gratuite, il faudra mettre 3 dans ce paramètre pour être sûr et certain de respecter le licensing d'Oracle. Au niveau de la gestion des logs, jusqu'à présent, enfin, à partir de la 11G, il y a une nouveauté qui est arrivée qui s'appelle l'ADR, l'Automatic Diagnostic Repository. Donc, c'est un endroit où on regroupe l'ensemble des traces générées par l'ensemble des produits Oracle. Donc, ça a facilité un petit peu la localisation des traces et leur gestion. Mais il y avait encore certains fichiers qui n'étaient pas automatiquement, ne subissaient pas de rotation et on pouvait très bien avoir des tailles de fichiers si on ne les gérait pas manuellement d'une manière excessive, qui mettait même des fois en cause l'exécution de certains programmes, comme par exemple les listeners. Hein, si on a des gros fichiers listener.log,
C'est arrivé sur certaines plateformes où les listeners n'arrivaient plus à démarrer. Donc cette gestion manuelle que l'on faisait avant par des tâches planifiées au niveau du système d'exploitation vont être très limitées, puisque tout ce qui est fichier XML de traces était déjà géré par Oracle. Il restait donc que les fichiers texte, donc les logs des listeners, les logs du CMAN, donc le Connection Manager d'Oracle. Donc ça vous nécessite évidemment de définir l'ADR donc pour ces produits, donc ce que tout le monde fait maintenant, et de rajouter des paramètres dans vos fichiers de paramètres de votre listener ou de votre CMAN, qui s'appelle logFileNum et logFileSize, qui vous permet de définir le nombre de fichiers log que vous voulez maintenir et la taille maximale de ces fichiers-là, ce qui permet d'automatiser la rotation et l'épuration automatique de vos fichiers. Donc, en termes de gestion de journalisation, enfin de fichiers traces d'Oracle, il ne restera plus qu'en fait l'alerte.log des bases de données à gérer encore manuellement, mais c'est quand même des fichiers qui grossissent quand même beaucoup moins que ce que peuvent grossir comme les fichiers générés par les fichiers de journalisation générés par les listeners. Tu peux changer de slide, s'il te plaît? Merci. Alors, côté flashback, toujours, les flashback logs qui nous permettent donc de faire un retour arrière sur nos bases de données sont obligatoirement stockés donc, dans ce qu'on appelle la FRA. La FRA qui s'appelle Fast Recovery Area, c'est l'espace où effectivement on dépose la totalité des backups quand on fait des backups sur disque avec Herman. Quand on est en mode archivage, évidemment les archives vont aussi dans la Fast Recovery Area et les flashback logs. Donc ça fait beaucoup de monde et surtout que cet espace disque généralement il est partagé par l'ensemble des bases de données. C'est l'intérêt évidemment d'avoir un point commun de stockage de tout ce qui est sauvegarde et capacité de restauration des bases de données. Mais l'inconvénient majeur, c'est qu'on n'avait qu'un seul paramètre qui définissait la taille globale de cette zone, qui est donc le paramètre recovery size, qui permet donc de définir donc la taille maximale de consommation d'espace disque par l'ensemble de ces fichiers. Les flashback logs, évidemment, pouvaient, et surtout dans le cas où on avait défini des points de restauration garantie, devenir assez consommateurs d'espace disque. Et il n'était épuré que quand il y avait une pression d'espace dans cet espace disque, défini donc par le paramètre défini au niveau des bases de données. Et on avait de temps en temps des possibilités de bloquer les bases de données, parce que quand cet espace disque, évidemment, est saturé, que ce soit au niveau OS ou que ce soit par rapport à la valeur du paramètre de destination de cet espace, on pouvait très bien arriver à bloquer les bases de données parce que les archives log, par exemple, ne pouvaient plus être générées. Donc là, il y a une meilleure gestion de ces flashback logs puisque c'est quand même pas essentiel de les conserver et donc ils sont automatiquement épurés par Oracle et ce qui évite en général donc une saturation de la FRA. Au niveau partitionnement, donc Oracle a beaucoup évolué dans ses façons de partitionner. Le partitionnement est arrivé avec la version 8 d'Oracle, donc ça ne date pas d'hier. Donc on a eu du partitionnement par plage, du partitionnement par hash, du partitionnement composite, du partitionnement système, du partitionnement par référence. Et là, la nouveauté, c'est qu'on est capable maintenant de faire du partitionnement de table dit hybride. Donc là, c'est quand même assez sympa, puisque vous allez pouvoir avoir des partitions qui sont stockées en base de données telles qu'on les connaît jusqu'à présent, mais aussi des partitions qui pointent sur des fichiers plats qui sont donc stockés sur le système d'exploitation. Donc ça améliore énormément la fonctionnalité de partitionnement, notamment par exemple si vous voulez faire du big data, donc ça permet donc de pouvoir accéder à des fichiers plats. Il faudra bien évidemment bien définir, comme on a l'habitude avec SQL Loader, définir la structure donc, de votre fichier plat pour qu'Oracle puisse aller le lire comme si c'était une partie de table stockée dans la base de données. Et bien évidemment, vous allez pouvoir déplacer des partitions internes classiques sur du fichier plat et vice-versa. Donc, l'échange de partitions, évidemment, est complètement possible entre stockage interne dans la base de données ou stockage externe. Si vous utilisez un cluster enfin, si vous utilisez la grille d'infrastructure, donc le logiciel grille d'infrastructure d'Oracle est un logiciel qui vous permet donc de gérer le stockage et une partie réseau pour, dans le cas où vous êtes en mode cluster, donc en mode multi-nœud.
Cette couche de grille d'infrastructure, elle doit évidemment être supérieure ou égale en version par rapport à la version maximale de la base de données que vous allez utiliser. Donc, si vous voulez utiliser une base de données en 19C, il vous faudra obligatoirement avoir une grille d'infrastructure aussi en 19C. Donc, dans le cas où actuellement vous êtes sur un cluster 11G, par exemple, avec une grille d'infra 11G, la première des choses à faire, ça sera de upgrader, donc mettre à jour bien sûr la couche grille d'infrastructure. Et une fois que vous aurez fait cette mise à jour, vous êtes en capacité de faire votre migration de base de données. La petite nouveauté ici, c'est que le shell qui s'appelle gridsetup.sh sous Unix évidemment, qui vous permet donc de faire cette montée de version. Il y a une petite option qui s'appelle le dry run, qui permet en fait de faire une simulation de montée de version et de voir un petit peu toutes les étapes qui vont être faites par la mise à jour de ce logiciel-là. Hein. Donc, si c'est en cluster, hein, en général, la méthodologie de mise à jour, c'est je mets à jour un nœud, et une fois que le nœud est mis à jour, on bascule sur le nœud suivant et on fait la mise à jour sur le nœud suivant. Donc, le dry run, en fait, vous permet de voir déjà tous les prérequis nécessaires à faire cette montée de version, les actions qui vont être menées sur chacun des nœuds, et les postes fixes qui seront peut-être amenés à être joués post-migration. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une montée de mise à niveau à sec, hein, c'est-à-dire que la montée ne se fait pas réellement. Mais ça permet d'anticiper peut-être des problématiques futures dans le cas de votre montée de version. Au niveau des distributions Oracle, Oracle maintenant essaye de livrer des versions, enfin sa sa façon d'installer le moteur est un peu différente par rapport à avant, puisqu'avant en fait on avait la distribution dans des fichiers zip, on les dézippait, ensuite on lançait le run installer, et à partir de lui, en fait, on allait installer la distrib dans un répertoire particulier. Maintenant, la totalité des distributions Oracle sont livrées sous forme d'image, c'est-à-dire qu'en fait, on dézippe l'image directement dans le répertoire où on veut installer la distribution. Et ensuite, derrière, on lance le run installer quand même d'un air classique, mais il ne fait quasiment rien, sinon mettre à jour l'inventaire des produits Oracle dans le répertoire de l'inventaire. Donc c'est très court en termes d'installation, donc c'est assez intéressant. Une autre aussi fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est qu'on peut appliquer ce qu'on appelle un release update. Hein, donc avant on appelait ça les PSU. Le release update, donc c'est les correctifs d'Oracle qui arrivent tous les trimestres chez Oracle. Actuellement on est en 19.9, puisque le dernier release update date il y a à peine un mois. Il est quasiment disponible sur l'ensemble des plateformes. Le seul 19.9 qui n'est pas encore disponible, c'est sur encore Windows. Il est annoncé pour dans 3 jours. Donc, j'espère que d'ici la fin de la semaine prochaine, on pourra avoir aussi le 19.9 sur Windows. Donc, ces release updates, on peut les appliquer directement sur la distribution avant même l'installation, ce qui fait qu'en fait, on installe un produit qui est déjà au dernier point de mise à jour possible par Oracle. Dernière chose aussi, c'est qu'on peut très bien maintenant les avoir en mode lecture seule, ces installations, ce qui fait qu'en fait, on a une distribution qui est statique, on est sûr et certain que ça ne va pas grossir, qu'on n'aura pas de logs qui vont être générés dans ces arborescences, donc on a une assurance une stabilité au niveau de ces points de montage, si on est sur des systèmes de fichiers, par exemple, classiques. Dernière petite nouveauté aussi, c'est qu'on peut récupérer les distributions, non plus sous forme de zip, mais sous forme de fichiers RPM, donc pour les environnements Linux, ce qui vous permet donc de faire une installation via évidemment la commande RPM sous Linux en tant que route. Côté SQL Plan Management, donc le SQL Plan Management, c'est la possibilité d'Oracle de stabiliser les plans d'exécution de vos requêtes SQL. Donc ça, jusqu'à présent, donc Oracle avec des tâches dans la nuit hein, qui permettaient de repérer les requêtes qui avaient été coûteuses dans la journée et de faire des préconisations de plans d'exécution. Malheureusement, enfin, il y avait quand même une action encore manuelle à faire par le DBA, c'était donc de valider, d'accepter ces plans-là pour qu'ils puissent être pris en compte dans les futures exécutions de requêtes SQL. Donc là maintenant, en 19C, on peut automatiser ces tâches-là et c'est Oracle qui valide évidemment automatiquement les plans qu'il a détectés et qui ils sont là évidemment les nouveaux plans qu'il a trouvés en principe pour résoudre les régressions de plans qui pourraient arriver dans les exécutions de vos requêtes SQL. Excusez-moi. Au niveau Transportable Table Space, donc ça c'est quand même une fonctionnalité, on va en reparler tout à l'heure sur les possibilités de faire des upgrades de bases de données, hein, puisque c'est une solution assez intéressante.
Jusqu'à présent, quand on faisait du transportable tablespace, il faut basculer sur la base source où on va récupérer ces fichiers-là, les tablespace ou la base en mode read-only, et ensuite derrière avec datapump, on extrait les métadatas, et ensuite arriver sur la base sur laquelle je voulais attacher mes tablespace. Hein, donc on refait un import datapump qui remet à jour donc les métadatas, et qui raccroche donc les tablespace sur ma base arrivée. Par contre, les tablespace, une fois accrochés, basculaient automatiquement en mode read-write, donc en mode lecture-écriture. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien les conserver en mode lecture seul, donc ils ne rebasculent pas en mode lecture-écriture. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut très bien donc accrocher le même tablespace et donc ces fichiers, ces data files liés, non pas à une, mais à plusieurs bases de données, tant qu'on les laisse en lecture seule. Donc, on peut très bien avoir dans ces tablespaces-là, notamment, encore une fois, des objets de type référence qui peuvent servir à plusieurs bases de données. Et donc, avec cette fonctionnalité, on ne stocke qu'une seule fois ces informations et on les partage entre 2 ou 3 bases de données. Alors, au niveau des éditions Oracle, hein, je vous rappelle que ça a un petit peu changé. Hein. Depuis la 12C, on n'a plus que 2 éditions. Hein. On a l'Enterprise Edition et la Standard Edition 2. Donc, la SE2, qui est l'évolution de la Standard Edition et la Standard Edition 1 qu'on avait en 11G, apporte des contraintes, hein, il faut le dire quand même, puisque vous êtes limité à 16 threads actifs pour une base de données. Donc ça, c'est une limitation. Et la deuxième limitation, c'est qu'en Standard Edition, on avait la capacité d'utiliser l'option RAC gratuitement dans les Standard Edition. Et là, depuis donc, la 12.2, il n'est plus possible d'utiliser cette fonctionnalité RAC en Standard Edition, version 2. Par contre, ce qui arrive avec la 19C, alors c'est pas tout à fait la 19C, mais c'est la 19.7, hein, donc il faut être en Release Update 7 pour bénéficier de cette fonctionnalité, c'est qu'on peut protéger donc une Standard Edition 2 par le logiciel grille d'infrastructure. C'est ce qu'on appelle du High Availability Standard Edition, ce qui vous permet de faire marcher votre base de données en actif-passif, donc à un instant T, elle tourne que sur un nœud, évidemment, de votre cluster. Mais si jamais ce nœud s'arrête, automatiquement, votre Standard Edition 2, votre base en Standard Edition 2 va automatiquement redémarrer sur le nœud qui est encore accessible. Cette fonctionnalité, on arrivait à la mettre en œuvre même en 11G ou en 12C Release 1, hein, mais ça demandait donc des définitions particulières dans la couche cluster. Hein, il fallait définir un type de ressource, il fallait gérer cette ressource-là, créer un shell de vérification des états de la ressource, et puis passer par des commandes via les utilitaires CRS-CTL pour pouvoir faire de la relocalisation, du démarrage ou de l'arrêt de la ressource. Donc là maintenant, avec la 19.7 donc, et cette nouveauté High Availability Standard Edition, on va être en capacité de gérer donc, nos bases de données Standard Edition avec le même utilitaire SRV-CTL, tel qu'on utilise cet utilitaire pour gérer nos bases de données qui sont en mode RAC, donc, et en Enterprise Edition. Bon, le paramètre max PDB, je l'ai déjà expliqué, hein, donc je vous le conseille de le mettre en œuvre, évidemment, dès que vous voulez utiliser les pluggable databases et être sûr à certain que vous ne dépassez pas ce nombre de 3 si vous n'avez pas acheté donc l'option qui va bien vis-à-vis d'Oracle. Alors, une migration, j'en ai fait beaucoup. Ça demande évidemment beaucoup de vigilance, hein. Il y a beaucoup de choses à vérifier, évidemment, lorsqu'on fait une migration d'une version Oracle vers une version supérieure. Là, si on part donc d'une 11.2.04 et qu'on vient vers une 19C, on a quand même, on va dire, 2 grosses releases Oracle à passer, hein, ce qui est la 12.1 qui était la première release 12C et maintenant la 12.2 et ses variantes 18C ou 19C. Donc, plus évidemment le gap de version est important, plus la vigilance doit être accrue, hein, puisque vous pouvez avoir évidemment des petits effets pervers lors d'une migration. La première des choses qu'il faut être vigilant, et c'est souvent, on a eu des bases qui ont un vécu important. Hein. J'ai vu des bases qui étaient créées en 8, qui ont été migrées en 9, puis après en 10, puis en 11, et maintenant on va se poser la question de migrer en 12 ou en 18 ou en 19.
Et on s'aperçoit évidemment que ces bases qui ont un gros vécu utilisent des fois des jeux de caractères qui sont plus en phase avec les besoins actuels, notamment avec de l'Unicode, où on a beaucoup de jeux de caractères différents du monde entier à stocker dans nos bases de données. Et donc on se pose la question donc, de la montée de ce jeu de caractères dans notre base de données. Donc là, vigilance évidemment, hein, quand on passe d'un jeu mono-octet vers de l'Unicode qui est du multi-octet, il y a des vérifications à faire. N'hésitez pas à utiliser le magnifique utilitaire qui est arrivé avec les 12C qui s'appelle DMU, hein, Database Migration Unicode, qui vous permet donc de valider évidemment que au niveau stockage, vous n'allez pas avoir des problèmes, hein, parce que je vous rappelle, quand vous définissez une colonne de type Vachardo de 10, dans une table, c'est 10 octets, c'est pas 10 caractères. Et donc, le fait de passer sur un jeu de caractères multi-octets peut très bien faire du débordement de valeurs et donc ne plus pouvoir stocker correctement l'ensemble des données dans la taille définie par votre colonne. Voilà, donc la transformation des jeux de caractères, il faut être vigilant. Au niveau connectivité, on arrive donc sur une version 12 et on a encore évidemment des applications qui ont été développées il y a quelque temps et donc peuvent utiliser donc des versions de clients Oracle, hein, par exemple du 9 ou du 10G en termes de clients, ou voir des développements en Java qui utilisent des JDK ou des JRE qui sont en 1.4 par exemple, et ils vont avoir peut-être à ce moment-là des problématiques de connexion à la base de données 19. Oracle, pour vous assurer que les clients peuvent encore se connecter, vous permet donc de définir par le biais qui s'appelle SQLnet Hello Logon Version Client et SQLnet Hello Logon Version Server à définir dans le fichier SQLnet.OA de votre base de données ou du côté client. Donc la version donc, du client ou la version vers laquelle la base de données je dois me connecter afin de pouvoir assurer les connexions entre les différents clients et serveurs. Les valeurs par défaut de ces paramètres sont à 12 actuellement ou 12A pour les 19C. Et vous pouvez très bien redéfinir ces valeurs, ces paramètres à des valeurs 8, 9, 10 ou 11 afin de pouvoir assurer une pérennité. Jusqu'à temps, évidemment, il faudra envisager certainement une montée aussi côté client de votre application. Toujours dans le même thème de problématique de connexion, hein, il y a aussi un paramètre qui est arrivé en 11G qui s'appelle le Site Case Sensitive Logon, donc la case sensible donc, dans les mots de passe Oracle. Ce paramètre qui est devenu déprécié, hein, on a une tendance pendant longtemps de le laisser à false pour assurer les connexions et sans se prendre la tête sur la notion de la casse du mot de passe. Donc là maintenant il est déprécié, il ne faut plus qu'il soit dans vos fichiers de paramètres, donc ce qui impose évidemment à vérifier évidemment que vos mots de passe sont sensibles à la casse ou pas à la casse. Et si jamais vous faites une migration, on verra juste après, donc en utilisant l'utilitaire Database Upgrade Assistant, l'utilitaire vous le bascule automatiquement à la version true, hein, et vers leur true ce paramètre. Et donc il faut être vigilant donc, à la case de vos mots de passe, surtout si vous les avez stockés en dur dans des scripts ou ce genre de choses. Ce qui importe évidemment donc, dans une migration, c'est que mon application, au moins à minima, se comporte aussi bien que telle qu'elle se comportait dans la version antérieure. Malheureusement, Oracle ne vous assurera jamais évidemment une stabilité de votre application. C'est trop lié au codage de votre application, de la façon dont vous avez écrit vos requêtes SQL, déjà. Et puis, évidemment, l'optimiseur Oracle est optimisé au fil de l'eau des montées de version Oracle. Et il est tout à fait possible que vos plans d'exécution de vos requêtes se joue mieux, je vous l'espère évidemment, mais se joue de manière moins bien, voire même ramène des mauvais résultats. Ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle des wrong results chez Oracle. Hein. Donc il y a des cas de figure évidemment en fonction de la structure du code SQL, où une requête ramenait un certain nombre de lignes sur la version 11G et peut très bien ne pas ramener le même nombre de lignes, voire même pas les mêmes lignes. Donc là, il faut être vigilant, ça veut dire qu'il faut énormément tester évidemment post-migration votre application dans la nouvelle version. Essayez de voir évidemment si vous pouvez utiliser l'utilitaire qui est quand même très intéressant chez Oracle qui s'appelle Real Application Testing. Real Application Testing contient deux produits. Le premier produit qui s'appelle DB Capture et DB Replay et le deuxième qui s'appelle SQL Performance Analyzer. DB Capture et DB Replay, c'est vraiment le meilleur produit pour valider une montée de version puisque vous allez pouvoir capturer l'activité de votre base de données actuellement en 11G. Ça génère donc des fichiers de capture d'activité. Il récupère la totalité de vos activités, à la fois transactionnelles
et aussi au niveau requêtage, et ce qui vous permet de l'injecter donc dans votre base 19C et de vérifier, et vous avez des API ou si vous avez un Enterprise Manager Cloud Control, la possibilité de voir graphiquement si vous avez ce qu'on appelle des divergences entre votre application telle qu'elle se jouait dans la version 11G et telle qu'elle se comporte donc en 19C. Donc ça rassure évidemment énormément avant évidemment de partir en production de la stabilité de votre application. Ensuite, toujours pareil, hein, il y a du paramètre qui évolue dans Oracle. Donc, il y a des paramètres qui étaient déjà annoncés depuis très longtemps en termes de deprecated, donc dépréciés par Oracle. Et là, maintenant, ils sont carrément desupported. Donc, impossible de l'utiliser dans les fichiers de paramètres d'Oracle. Donc, notamment, par exemple, util-file-dir. Hein, util-file-dir est un paramètre qui a été déjà annoncé et déprécié en 11G. C'est un paramètre qui sert pour les gens qui ont développé des procédures, des packages ou des fonctions qui utilisent donc la fonction util-file et qui permettait d'ouvrir des fichiers en dehors de la base de données, mais en passant donc des chemins en dur dans l'appel de l'ouverture du fichier. Donc util-file-dir ne peut plus être utilisé maintenant dans util-file. En fait, le paramètre qui définissait le répertoire où je stockais mes fichiers ne peut plus être utilisé. Il faut utiliser des directories Oracle, donc ça veut dire qu'il faut revoir le codage de la partie PSQL qui utilisait donc la fonction util-file. Au set Dictionary Access, c'était un paramètre qui donnait le droit encore tel qu'on l'avait en version 7. Donc là, c'est un peu comme moi, les vieux dinosaures, hein, où on a vécu ça. Ça permettait donc d'accéder donc au dictionnaire Oracle, donc tous les objets qui sont propriétaires du compte 6. Donc c'est un paramètre donc maintenant qui est obsolète, et déprécié et désupporté. Si vous avez besoin de faire ces accès aux tables donc, du schéma 6, il faut donner évidemment les rôles Select Catalog Role ou Execute Catalog Role. Standby Archive Day, c'est pareil, c'est un paramètre qui était défini dans les bases de données de secours qui permettait de définir où étaient localisées donc, les destinations des archives générées par les standby. Là, c'est pareil, donc c'est Oracle qui détermine ça donc, dans les configurations DataGuard, par exemple. Il y a des produits qui disparaissent carrément, comme Oracle Warehouse Builder, hein, donc Oracle n'est plus installable. Enfin, il y a encore, mais en version 11, donc il n'y aura pas de version 18 ou 19. Hein. Donc Oracle vous conseille fortement d'utiliser ODI, hein, Oracle, mince, je ne sais même plus ce que veut dire, D, Integrator, voilà, à la place de Warehouse Builder. Comme Oracle Multimédia, comme Oracle Streams, lui aussi, qui permettait de capturer des activités par de l'avance queuing sur une base de données et les resoumettre sur notre base. Donc c'est désupporté maintenant et l'objectif évidemment c'est d'utiliser Oracle Golden Gate qui fait ça beaucoup mieux et beaucoup moins intrusif que pouvait le faire Oracle Streams. RAC en S2, donc je vous l'ai dit, hein, donc plus possibilité de faire du RAC en standard edition. La réplication avancée c'est pareil, c'était des fonctionnalités qu'on avait depuis longtemps et qui ne sont plus utilisables dans Oracle. Là aussi il faut utiliser Golden Gate. Côté XMLDB il y a des petites fonctionnalités qui ont disparu, je vous laisse voir. Et on avait aussi une console qui était installable quand on déployait une base de données en 11G, ça s'appelle Enterprise Manager Database Control, donc c'était une console d'administration un petit peu comme Enterprise Manager, mais c'était une console par base de données, donc c'était un peu quand même consommateur si on avait plusieurs bases qui utilisaient ce produit-là. Donc ça disparaît. En 19C, enfin depuis la 12C, ils ont compensé par un autre utilitaire qui s'appelle Enterprise Manager Express, qui permet de faire une petite administration assez légère de vos bases de données. Et ça passe justement par du XML, hein, DB. Et vous avez une écoute sur votre listener qui vous permet de vous connecter en web sur un portail d'administration de votre base de données. Une petite nouveauté qui est très sympathique, celle-là, c'est que tout ce qui est DBMS Job, hein, donc c'était le scheduler d'Oracle qui existait depuis longtemps, avait déjà eu une nouveauté qui s'appelle DBMS Scheduler Job. Et là, quand on va migrer ou quand on va créer maintenant des jobs avec DBMS Job, en fait, ça ne va pas créer un job comme on l'avait l'habitude avec DBMS Job, mais ça va créer un Scheduler Job. Donc ça, c'est sympa. Ça se fait automatiquement par Oracle, donc on n'a rien à faire. Vous avez des jobs, par contre, qui vont être nommés un petit peu particuliers. Vous verrez ça dans les vues DBMS Scheduler Job. Vous verrez, c'est automatique par Oracle. Bon, donc il est évidemment très important de vérifier la conformité. Hein. Vous avez le lien sur la doc Oracle qui vous permet de vérifier évidemment tout ce qui est devenu déprécié ou désupporté par Oracle dans cette nouvelle version. Tu passes au slide suivant, s'il te plaît.
Oui, Pierre, il est déjà 11h. Ouais, 11h, je vois l'heure. On va faire plus vite. Côté mise à jour, donc on va voir les différentes étapes, mais la méthode de migration la plus simple, c'est de passer évidemment par les assistants de migration. Donc vous avez le database upgrade assistant ou soit l'auto-upgrade qui est un utilitaire jar qui permet aussi d'automatiser donc vos upgrades, en plus parallélisables, ou soit manuellement par DB upgrade. Alors évidemment, ces méthodes de migration, ça impose que les deux distribs soient installés sur le même serveur. Et donc là, ça pose des fois des problématiques de certification de la nouvelle version Oracle 19c vis-à-vis de votre système d'exploitation actuel. Bien évidemment, on ne peut pas faire de migration directe de toutes les versions vers la 19c. Il faut être au minimum 11.2.04 ou supérieur ou égal à 12.1.02 pour pouvoir faire un upgrade direct. Et dernier point de vigilance, pensez, parce qu'on migre souvent les bases et on oublie de mettre à jour aussi le DST, le Daily Saving Time, qui est en version 32 en 19c. Donc, montée de cette partie, surtout pour le stockage dans vos types de données de type local timestamp. Tu avances? Alors, au niveau donc, des solutions de migration, on en a évidemment toujours plusieurs. Une solution qui devient très sympathique, c'est de passer par des PDB, puisqu'une PDB, ça peut se débrancher, se rebrancher assez facilement. En termes de complexité, c'est quand même très moyen, c'est très rapide, surtout si en plus vous ne déplacez pas votre PDB physiquement. Donc vous avez deux conteneurs, un conteneur en 12.1 par exemple, un conteneur en 19c. Vous allez pouvoir débrancher votre PDB qui est en 12.1 et le brancher sur votre conteneur 19c. Et vous n'aurez plus qu'à faire l'upgrade de la PDB. Donc quand vous avez plusieurs PDB, comme ça, vous pouvez les mettre à jour de manière individuelle au fil de l'eau. Bien évidemment, on ne peut pas changer de structure physique, on ne peut pas changer de caractère, on ne peut pas changer le cryptage, on ne peut pas mettre en œuvre de la compression dans ce type de migration. Les deux autres lignes, c'est du Transportable Tablespace. Donc, on en a déjà discuté. Maintenant, il y a deux façons de faire du TTS. Donc, c'est soit individuellement par Tablespace, ou vous pouvez faire maintenant un transport complet de la base de données. Quand on dit Full Transportable Database, c'est qu'en fait, vous embarquez évidemment les tablespace applicatifs, mais vous embarquez aussi tout ce qui est traitement PLSQL que vous avez pu définir, les procédures, les fonctions, les packages et triggers, tout ça est aussi transporté dans vos fichiers, et ce qui vous permet de retrouver une base complète dans la nouvelle version avec un minimum de temps, évidemment. C'est juste la copie du fichier, et encore si vous les dépassez. Dernière façon, et évidemment c'est la façon qu'on a utilisée depuis très longtemps dans Oracle, c'est de faire de l'export-import. Là, c'est généralement évidemment la solution à privilégier, mais c'est le moins rapide, donc c'est très dépendant évidemment du temps d'interruption de service maximal et de la volumétrie. Voilà. L'avantage évidemment, c'est que vous avez toutes les solutions de changement de structure, vous réorganisez vos objets, vous repartez avec une base propre. Donc, c'est quand même une solution encore tout à fait convenable et voire même à privilégier quand le temps, évidemment, d'indisponibilité est suffisant pour pouvoir faire ce type d'action. Bien évidemment, donc chaque projet de migration est complexe, puisqu'il y a évidemment la base de données, mais il y a, comme le disait Alexandre, il y a peut-être l'OS aussi à faire monter à la version, il y a peut-être la grille d'infra aussi à bouger, il y a peut-être la partie cliente, il y a le comportement de l'application, donc ça fait beaucoup d'étapes à valider. Nous sommes là évidemment pour vous aider dans toutes ces étapes si vous avez besoin. Nous avons deux équipes particulières chez nous, qui est donc l'équipe conseil sur laquelle je travaille évidemment. Mais nous avons aussi les services managers qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir vous aider et à vous secourir évidemment dans les cas d'urgence. Nous sommes là pour vous accompagner, n'hésitez pas, vous avez un mail dans le dernier slide si vous voulez nous contacter évidemment et faites-nous part de vos problèmes et nous serons là évidemment pour vous aider au maximum et à corriger ou à solutionner vos problèmes, bien évidemment. Oui, donc, oui, enfin, comme tu veux, Pierre, tu veux... Ouais. Je te laisse. Ok, ça marche. Oui, donc on organise aussi la semaine prochaine, donc le 24 novembre, un workshop donc sur les upgrades, sur les consolidations vers la 19c.
Donc le workshop est animé par Mike Dietrich, donc qui est bien connu, qui est un product manager chez Oracle, donc qui a une longue expérience sur les bases de données. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc ça va être un peu plus technique que le webinaire qu'on a organisé aujourd'hui, mais ça permet d'appréhender de manière plus concrète la migration vers la 19C. Vas-y, Antoine. Donc maintenant, si vous avez des questions, donc il y avait un certain nombre de questions donc, qui sont passées dans le chat. J'y ai répondu à un certain nombre. Il y avait une question sur la compatibilité 11.2.04 et 19C via les databases Link. Si tu peux dire deux mots par rapport à ça, Pierre. Alors, il n'y a pas de problématique de compatibilité. Il y a une note Petalink qui est très intéressante qui s'appelle la compatibilité entre client-serveur, client et la base de données. C'est la même note qu'il faut utiliser pour les databases Link, hein, puisque c'est une notion de connexion client-serveur. La seule particularité, c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est peut-être la définition de vos databases Link avec des utilisateurs et des mots de passe qui ne seront pas compatibles avec la 19C, voilà. Et peut-être effectivement changer le logon version serveur au client pour remettre en version compatible 11 sur la base 11 pour que votre chaîne de connexion puisse fonctionner entre les deux versions de base de données. Il y avait aussi une autre question sur la gestion des patchs et de la haute disponibilité. Je pense que c'est dans un contexte multitenant, mais ce n'est pas précisé dans la question. Je ne vois pas la question. Elle est dans les questions publiées. Écoute, je ne vois pas la question. Donc, je vois la possibilité d'utiliser des charsets différents sur chaque PDB du même conteneur. Oui, ça c'est possible. Maintenant, depuis la 19C, vous pouvez avoir des PDB avec des caractères set différents. Donc ça, c'est pas un souci. Il y avait aussi une question sur l'ODA, puisque maintenant, puisque le noyau est commun entre la 12C et la 19C, donc la question c'était est-ce qu'on doit réimager un ODA? Je pense qu'on parlait plutôt du patching de l'ODA et de la partie grid infra. Donc, je te laisse répondre. Pas plus que tu as dit. Effectivement, je ne suis pas un expert ODA, je suis désolé. Donc, ça, on peut le contrôler, on vous répondra s'il faut plus tard, hein, s'il faut réimager ou pas. Je ne pense pas, c'est juste une montée de version. Maintenant, on est, comme tous les appliances d'Oracle, on est limité à certaines versions, hein, mais je pense que c'est juste un upgrade, mais ça, on peut le valider. Ah oui, je vois ta question sur la gestion des patchs et haute disponibilité. Ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'on peut faire du rolling? C'est ça, la gestion des patchs et haute disponibilité? La plupart des patchs sont en mode rolling, hein, c'est-à-dire que côté grid d'infrastructure, comme je vous disais, quand vous êtes en mode cluster, vous allez patcher la grid d'infra sur un nœud, vos bases de données vont être en cours d'exécution encore sur l'autre nœud, et puis une fois qu'on aura fait cette mise à jour sur le premier nœud, on va passer sur le nœud suivant, et ainsi de suite, et les bases vont aller d'un côté à l'autre. Il y a évidemment la migration la montée de version côté de base de données, où il y a un upgrade à faire pour la partie base de données. Il y a la mise à jour de la distri, mais il y a l'upgrade côté base de données. Là, ça impose évidemment un arrêt, et on n'est plus évidemment en dispo pendant cette phase d'upgrade de la base de données. OK. Grosse différence à attendre côté licence entre 11G et 19C. Alors, en termes de licence, ça n'a pas beaucoup bougé, hein, à part qu'on n'a plus la Standard Edition et la Standard Edition 1. Le mode de licensing n'a pas évolué. La seule chose, c'est que en Standard Edition, en 11G, on pouvait avoir des serveurs à 4 sockets. Donc là, maintenant, on est limité à 2 sockets, qu'elles soient occupées ou pas occupées, hein, mais 2 sockets max. Et il y a cette histoire donc de 16 threads actifs maximum sur une Standard Edition. Voilà. Chose qu'on n'avait pas, il n'y avait pas ce bridage-là dans les versions 11G. Je ne vois pas d'autres différences en termes de licensing.
Ok. Bon, il y a encore quelques questions, mais qui sont beaucoup plus techniques. Donc, ce que je propose, c'est qu'on y réponde directement par mail, je dirais après le webinaire. Si vous avez encore des questions par rapport à ce webinaire, n'hésitez pas à les envoyer à contact@digora.com. Et Antoine, je te laisse clôturer. Oui, tout à fait. Bah, merci à tous les deux. Et puis, donc on vous enverra un replay du webinaire par mail. Et puis, comme vient de le dire Alexandre, si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre ou que vous pensez qu'on peut vous accompagner dans une migration, n'hésitez pas à prendre contact avec votre contact privilégié ou bien à nous envoyer un mail à celui qui s'affiche contact@digora.com. Je vous remercie pour votre participation et puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Petit correctif, c'est le 25 novembre, la date a changé parce que Mike Dietrich n'était pas disponible. Je vous ai envoyé le lien d'inscription dans le chat. Et puis, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aussi également trouver toutes les informations sur notre page LinkedIn. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et puis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous les deux, au revoir.